Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière puisque je vais pas vous parler des actions. Je vais digresser un peu par rapport à mon cœur de compétence, on va dire. Je vais vous parler du pétrole. Alors récemment on a pu constater différents événements autour du sujet du pétrole. Et récemment le pétrole américain, donc le WTI en l'occurrence, le West Texas Intermediate, les contrats sur le pétrole américain se sont récemment échangés à des prix négatifs. Ça, jusqu'à moins 37 dollars américains. Je précise une chose, ça n'a jamais existé auparavant. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explique certaines choses. Pourquoi le pétrole s'est échangé du moins à des tarifs négatifs. Pourquoi les producteurs de pétrole ont payé leurs acheteurs pour acheter leur pétrole, ce qui est plutôt un non-sens économique, et en quoi, quels sont les facteurs qui expliquent cela. Et aussi, je vais vous parler dans cette vidéo, plutôt vers la fin, de mon avis sur le sujet et l'issue de tout cela. Donc, il y aura des liens avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, qui se transforme petit à petit en crise économique, et je vais peut-être aussi digresser sur le fait que tout cela pourrait amener à une crise financière. Donc, beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments, donc restez bien dans cette vidéo, puisqu'il y a aussi un lien avec les actions, globalement. Donc, c'est parti. Alors, comprenez une chose, actuellement, l'économie, il y a à peu près la moitié de l'humanité qui est confinée. La crise sanitaire que nous vivons actuellement engendre un gel, une stagnation de l'économie. Donc, ce gel de l'économie entraîne une baisse significative de la demande en énergie, et en particulier en pétrole. Forcément, quand l'économie est à l'arrêt, déjà tout le secteur aérien, les compagnies aériennes, donc il n'y a plus de vols commerciaux, donc forcément plus de besoin de kérosène. L'industrie consomme beaucoup moins de pétrole et de produits issus du pétrole, globalement. Les gens se déplacent beaucoup moins qu'avant. Bref, globalement, tout un tas de facteurs qui font que la demande mondiale de pétrole chute énormément. Donc, globalement, ça, c'est l'état des lieux actuel. Mais avant ça, il faut savoir que déjà en mars, il y avait eu des tensions au début de la crise sanitaire, des tensions entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont deux pays qui exportent du pétrole. Donc d'un côté, l'Arabie Saoudite voulait maintenir des quotas pétroliers importants et la Russie également. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, finalement ils ont trouvé un accord récemment, donc pour baisser de seulement 10% leur production journalière de pétrole. Mais malheureusement, tout cela a engendré un afflux massif d'offres de pétrole sur le marché, mais la demande n'était pas là. Donc que se passe-t-il? La loi de l'offre et la demande fait que le prix s'ajuste automatiquement. Donc plus s'il y a trop d'offres par rapport à la demande, le prix diminue, c'est logique. Maintenant, l'autre problème, et ça, je vais vous expliquer du coup pourquoi le WTI américain s'est échangé à des prix négatifs. Il faut comprendre une chose, c'est que il y a différents pétroles. Il y a le Brent en Amérique du Nord, il y a le WTI aux États-Unis, il y a aussi le pétrole canadien, il y a le Dubai Light, donc ça c'est plutôt le pétrole de Dubaï, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Et tous ces pétroles ont un certain seuil de rentabilité, c'est-à-dire que pour une entreprise comme Total, exploiter du Brent, ça devient rentable à partir du moment où le prix du baril est au-dessus de 23-24 euros. Alors que pour les Américains, qui exploitent du pétrole de schiste, le seuil de rentabilité est plutôt autour de 55 dollars américains. Donc, étant donné que le prix du baril, forcément, ceux qui ont besoin de pétrole s'orientent forcément vers ce qui est le moins cher. Donc, forcément, toutes les exploitations de pétrole de schiste américaines sont en grande difficulté, mais ça suffit pas à expliquer pourquoi le pétrole s'échange à un prix si faible. Je l'ai dit, premier élément qui explique déjà tout ça, c'est que la demande de pétrole n'est pas là. C'est-à-dire que même l'offre qui a été légèrement restreinte n'a pas été suffisamment limitée pour s'ajuster par rapport à la demande. Donc forcément, le prix continue à diminuer. Maintenant, en ce qui concerne le pétrole américain, qui va acheter du pétrole qui est plus cher alors qu'on peut avoir du pétrole, du Brent par exemple, qui est moins cher que le pétrole américain, sachant que déjà la demande est très limitée. Donc tous les pétroliers de schiste américains sont en grande difficulté, d'autant plus qu'il faut comprendre une chose,
toutes les entreprises qui exploitent du pétrole ont des capacités de stockage, voilà, de pétrole, pour justement faire face à la fluctuation de l'offre et de la demande. Toutes ces entreprises-là ont des capacités de stockage de leur pétrole, mais ces capacités de stockage, pour simplifier les choses au niveau mondial, elles sont quasiment à leur capacité maximale. Et pour une entreprise du secteur pétrolier, stopper net une production d'exploration et d'exploitation de pétrole coûte parfois plus cher que de vendre ce pétrole à prix négatif, donc c'est-à-dire que de rémunérer l'acheteur qui achète ce pétrole. Et donc c'est pour ça que le pétrole américain s'est échangé, donc c'était des contrats pour mai. Il faut savoir que le pétrole, on s'échange avec des contrats. Voilà, c'est sur le Forex, marché des matières premières et du pétrole. Il faut savoir une chose, c'est que le pétrole, les contrats sur le pétrole de mai se sont échangés récemment à moins 37 $. Pourquoi? Parce que les pétroliers américains, pour eux, c'était moins cher de payer ceux qui achetaient leurs barils plutôt que de stopper net leur production, parce qu'ils avaient tout simplement les pipelines pleins, leur capacité de stockage quasi à leur maximum. Donc ils ont considéré que c'était moins cher de payer leurs acheteurs que de stopper net leur production. Première chose. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? Ben moi je pense que si jamais la stagnation de l'économie elle perdure, tous ces pétroliers américains déjà, ils courent droit à la faillite. Donc malgré des interventions massives de la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine pour soutenir l'économie américaine, et notamment aussi tous ces pétroliers, parce que Trump a une politique relativement protectionniste, malgré tout ça, je pense que les risques de faillite sont existants pour tous ces pétroliers américains. Et donc, si ces pétroliers américains font faillite, on a quand même une offre mondiale qui va beaucoup baisser. Donc c'est très bien, ça diminuera l'offre, donc ça fera augmenter globalement les prix, puisque, comme je l'ai dit, le prix de n'importe quelle matière première, mais c'est également vrai pour les actions, pour les obligations, pour n'importe quoi, le prix est issu de la confrontation de l'offre et de la demande. Donc, ceci étant dit, si les pétroliers américains font faillite, il y aura moins d'offres globalement sur le marché, mais on peut aussi anticiper le fait que l'Arabie Saoudite, ou la Russie, ou les deux, puisqu'ils sont un peu concurrence, vont augmenter leur volume de production quotidien, donc ça pose aussi un problème. Maintenant, autre chose à noter, si jamais ces faillites aux États-Unis des gros exploitants de pétrole de schiste américains, si ces faillites interviennent au moment le plus inopportun, c'est-à-dire au moment où l'économie repart à la hausse, et si jamais l'économie repart trop fortement à la hausse, par exemple parce qu'on a fait il y a eu une innovation disruptive, on a trouvé un vaccin contre la crise sanitaire, etc. Bref, si l'économie repart rapidement à la hausse, et dans les pays anglo-saxons et très libéraux, l'économie repart généralement très rapidement à la hausse. Aux États-Unis, comme on l'a pu le voir, le nombre de chômeurs a explosé récemment, mais si l'économie repart, il va diminuer très fortement également, très rapidement. Si l'économie repart très fortement à la hausse, et que dans le même temps, on a des pétroliers américains importants qui font faillite, dans ce cas, on a à la fois moins de pétrole disponible, mais une demande qui va largement exploser à la hausse en même temps. Et donc, on pourrait anticiper dans un tel scénario un crack pétrolier. Alors, c'est intéressant de parler de ça, pourquoi? Parce que un crack pétrolier, c'est pas impossible, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire, c'est arrivé 2 fois dans la seconde moitié du XXe siècle, et ça pourrait être encore le cas dans les 2 prochaines années. Donc si jamais l'économie repart très rapidement à la hausse, parce qu'il y a toujours une synergie entre l'augmentation de la production de pétrole et... il faut un laps de temps en fait. On peut pas du jour au lendemain augmenter significativement de 20% la quantité de production mondiale. Donc si l'économie repart trop fortement à la hausse et qu'à la fois la quantité de pétrole met trop de temps à repartir à la hausse et qu'il y a des faillites dans le même temps aux États-Unis, ça risque d'être très compliqué puisqu'il y aura moins d'offres et d'un coup beaucoup plus de demandes. Donc forcément, les prix repartiront très rapidement à la hausse. Donc ça, c'est très intéressant pour des entreprises comme Total par exemple, mais ça peut poser énormément de problèmes pour tous ceux qui sont dépendants du pétrole en termes qui utilisent le pétrole pour se développer. Donc par exemple, je pense aux compagnies aériennes qui vont d'un coup voir le prix du kérosène exploser alors qu'elles sont déjà en grande difficulté et justement ce sera le moment pour elles de repartir de nouveau obtenir de la croissance et de relancer l'économie du secteur aérien. Donc ça peut poser un petit souci. Maintenant, autre possibilité, peut-être que
le gel de l'économie va perdurer, peut-être que des entreprises d'exploration pétrolière américaine vont faire faillite, je ne sais pas, mais peut-être aussi que, rappelez-vous, je vous ai dit que les exploitants de pétrole de schiste américains peuvent faire faillite. S'ils le font, il faut comprendre une chose, c'est que ces exploitants sont très endettés et ont emprunté à peu près 5 000 milliards de dollars américains pour se développer au niveau national des États-Unis. Donc, le problème, il se situe dans le fait que ces entreprises se sont endettées par émission obligataire, mais aussi, en grande partie, grâce au levier bancaire. C'est-à-dire que les banques, le système bancaire, est créancier de ces entreprises. Et on sait très bien que les banques ont un niveau de fonds propres qui est très faible au regard de leurs engagements financiers, et on sait aussi que les risques dans le système bancaire et financier, qui sont tous les deux très corrélés, sont largement plus systémiques, beaucoup plus systémiques que dans n'importe quel autre secteur. Donc, une autre issue qui pourrait être possible si l'économie stagne trop longtemps, je vous ai donné l'exemple de faillite pour les États-Unis, pour les sociétés du secteur pétrolier, mais c'est aussi vrai en Europe, pour beaucoup d'autres entreprises. Si la crise sanitaire qui est actuellement quand même en train de se transformer en crise économique, on voit les prévisions de récession pour 2020, pour la plupart des pays européens, elles sont négatives, enfin les prévisions de croissance, donc de récession, on envisage une diminution du PIB pour la France de 9%, de 14-15% en Espagne, enfin c'est des chiffres totalement ahurissants, mais globalement, si la stagnation de l'économie perdure, sans le soutien massif des États et des banques centrales, ben les entreprises débitrices du secteur bancaire, toutes les sociétés qui ont emprunté auprès des banques pour se développer, elles vont pas pouvoir honorer leurs créances, leurs dettes, pardon, et donc les créances des banques, donc les prêts accordés à ces entreprises, ne vaudront plus rien. Sachant qu'en plus, même si les entreprises sont hypothéquées, qui va racheter une entreprise en situation de défaut en pleine crise économique? Absolument personne. Donc c'est aussi un risque à prendre. Pour l'instant, vous voyez bien, l'économie se porte pas trop bien, mais on n'a pas vraiment de crack financier comme on a pu le voir lors de la crise des subprimes. C'est différent parce que pour l'instant l'économie est impactée, mais elle n'impacte pas le système financier. Or, pour rappel, ce qui a déclenché la crise des subprimes, donc je vais pas rentrer dans le détail puisque ça a commencé par l'augmentation des taux de la Fed déjà dès l'année 2000 et corrélé à une augmentation des prix du marché immobilier alors que les prêts hypothécaires étaient indexés sur la valeur de marché des biens immobiliers qui étaient déjà surévalués. Mais ce qui a déclenché vraiment la crise des subprimes, déjà il y a eu la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers, mais globalement ça s'est produit lorsque le taux de défaut des emprunteurs hypothécaires, des fameux crédits subprime, lorsque le taux de défaut a avoisiné les 10%. Or, il n'est pas impossible que si la crise économique actuelle, la stagnation de l'économie perdure encore pendant des mois, le taux de défaut des entreprises qui ont emprunté dans le système bancaire, qui ont des prêts bancaires, le taux de défaut, il n'est pas impossible qu'il avoisine les 7, 8 à 10%. Et ce taux est croissant et proportionnel à la durée de la stagnation économique. Donc, si jamais la crise économique impacte sérieusement le système bancaire, là on peut s'attendre à un vrai crack financier. Et là, on peut aussi s'attendre, puisqu'on parle d'actions sur cette chaîne, à ce que le marché actions chute significativement. Voilà. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.